Et le premier, c'est un certain Icare, vicaire à Lambesc, qui lui indique d'autres noms. Il y a le deuxième nom indiqué, c'est Deblieux, qui est vicaire d'abord à Saint-Jean-du-Faubourg et ensuite curé de Peigné. Jeune prêtre, 25-26 ans. 2 ans d'ordination. Il y a aussi un aîné, Pierre Mie, qui a été ordonné pendant la Révolution française, qui prêche des missions très bien, mais qui les prêche tout seul, à sa manière. C'est vraiment une personnalité attachante, mais c'est un homme de 48 ans, dont le séminaire a été perturbé par la Révolution, et puis qui, en même temps, reste vicaire à Salon de Provence. Donc, il a toujours été très estimé, mais marginal par rapport au groupe. Et puis, un peu plus tard, un certain abbé Monnier, vicaire à Marseille, qui est aussi de la même génération et qui n'a jamais fait de séminaire parce que la Révolution empêchait les études régulières, et qui était vicaire à la paroisse de la Palue, actuellement la Trinité, à Marseille. Les deux sont plus âgés, 48-47 ans, alors qu'Eugène a 34 ans. Enfin, celui auquel il se référera le plus souvent et qui restera le compagnon fidèle jusqu'à la fin de sa vie, c'est Dampier. Vit alors jeune prêtre aussi, il a 28 ans, originaire de Saint-Cana et vicaire à Arles. J'aime beaucoup la façon dont Eugène de Mazenod s'est adressé à lui. Pour moi, c'est une référence première. Voici la lettre qu'il écrit à Dampier. Ils se connaissent très peu, pratiquement pas. C'est le 9 octobre 1815. Mon cher ami, lisez cette lettre au pied de votre crucifix, dans la disposition de n'écouter que Dieu, ce que l'intérêt de sa gloire et le salut des âmes exigent d'un prêtre tel que vous. Imposez silence à la cupidité, à l'amour des aises et des commodités. Pénétrez-vous bien, j'ai déjà cité ce passage, pénétrez-vous bien de la situation des habitants de nos campagnes, de l'état de la religion parmi eux, de l'apostasie qui se propage tous les jours davantage et qui fait des ravages effrayants. Voyez la faiblesse des moyens opposés jusqu'à présent à ce déluge de maux. Consultez votre cœur sur ce qu'il voudrait faire pour remédier à ces désastres et répondez ensuite à ma lettre. Devant le crucifix, le mystère de Jésus Sauveur par la croix, regardez la situation du monde autour de vous. Consultez votre cœur et ensuite répondez à ma lettre. Je crois que l'essentiel est dans cette phrase très, très personnelle d'Eugène. J'y vois vraiment les 200 ans que nous avons essayé de vivre en congrégation et que nous sommes appelés à vivre. Dans
une correspondance suivante à Tempier. Il explique les choses de cette façon en disant les exigences qu'il a par rapport à ses compagnons. S'il ne s'agissait que d'aller prêcher tant bien que mal la parole de Dieu, mêlée à beaucoup d'alliages de l'homme, parcourir les campagnes dans le dessein, si vous voulez, de gagner des âmes à Dieu, sans se mettre beaucoup en peine d'être soi-même des hommes intérieurs, des hommes vraiment apostoliques, je crois qu'il ne serait pas difficile de vous remplacer. Mais pouvez-vous croire que je veuille de cette marchandise? Il faut que nous soyons franchement saints nous-mêmes. Et entre Eugène de Mazenod et Tempier, il y a eu une véritable amitié spirituelle extrêmement forte, qui ont été finalement les bases des missionnaires de Provence et de la congrégation devenue congrégation des Oblats de Marie Immaculée. Donc, le 25 janvier 1816, ils sont réunis à 5 dans les locaux qu'ils ont achetés, où ils sont un peu, ou qu'Eugène de Mazenod a acheté, où ils sont un peu à l'étroit, et ils font la demande officielle aux vicaires généraux capitulaires, donc aux autorités diocésaines. Les prêtres sous-signés, vivement touchés de la situation déplorable des petites villes et villages de Provence qui ont presque entièrement perdu la foi, ayant reconnu par expérience que la pastorale actuelle, je transcris, que la pastorale actuelle ne fait pas le poids par rapport aux besoins. S'étant convaincus que les missions seraient le seul moyen par lequel on pourrait parvenir à faire sortir de leur abrutissement ces peuples égarés, ils ont l'honneur de vous demander l'autorisation de se réunir à Aix dans l'ancienne maison des Carmélites, etc. Et de nouveau, triste état de l'Église, des prêtres touchés par le triste état, par les besoins des hommes, des prêtres se rendant compte que les moyens opposés jusqu'à présent ne font pas le poids par rapport aux besoins, se réunissent en communauté pour prêcher des missions et, disons, réévangéliser, nous dirions aujourd'hui, travailler à la rechristianisation, plus particulièrement, disent-ils, des petites villes et villages de Provence. Le provençal, la langue provençale n'est pas indiquée dans cette demande explicitement, mais c'est fortement présent. Donc, la demande a été approuvée quelques jours plus tard, les choses étaient combinées, et puis des prêtres diocésains étaient bien obligés d'avoir des autorisations forcées un peu pour se réunir et quitter les tâches pastorales qui étaient les leurs. Le vicariat d'Arles, le vicariat de Lambesc et le vicariat de la Trinité à Marseille. Donc, première mission qu'il prêche, on dit Grans, oui, à côté de Salon, là où le cousin de la maman d'Eugène était maire, Osuanis, et mission pleine de succès, etc., comme toujours ça a été dit. Deux autres événements que je rappelle,
hein. En 1818, 2 ans après la fondation, la question est posée par l'évêque de Digne et Gap, Digne puisque les diocèses n'étaient pas séparés à l'époque, offrant aux missionnaires de Provence le sanctuaire de Notre-Dame du Lot pour prêcher à partir de là aussi des missions paroissiales et accueillir au sanctuaire les gens de la région qui viennent notamment pour les confessions. À mon avis, le choix a été extrêmement difficile, mais ce jour-là, les missionnaires ont accepté de quitter la Provence. Alors, paraît-il, on discute pour savoir si les Hautes-Alpes sont en Provence ou en Dauphiné. Je ne sais pas, et je ne veux pas prendre position. Mais le fait de n'être plus seulement à Aix, mais de fonder une deuxième maison, c'est la première ouverture qui sera suivie d'autres ouvertures, les principales étant la Corse en 1835. Certains disent que c'est la première mission étrangère des Oblats, mais je crois que la situation de la Corse à cette époque, en 1835, on n'est pas au lendemain des élections régionales. C'est 1835. Et là, ce n'est pas le provençal, mais ce n'est pas non plus le français, c'est le corse. Et puis, le Canada en 1841. Mais l'ouverture a été acquise en 1818, puisqu'on accepte de quitter, ou de n'être plus seulement immobilisé dans la Provence autour d'Aix. La condition difficile à accepter, c'est une restructuration avec les vœux religieux. 1818, un choix deuxième choix décisif. En 1826, étant donné que les missionnaires de Provence restent des prêtres diocésains, quasi totalement dépendants des évêques, ils perdent beaucoup d'autonomie et ne sont absolument pas assurés de pouvoir durer. L'expérience a montré que les évêques donnent l'autorisation à quelqu'un pour un certain temps, puis ensuite j'ai besoin de lui, donc je le reprends. La solution trouvée, c'est d'avoir recours à Rome, ce qui institue définitivement les missionnaires de Provence qui prennent à ce moment-là le nom d'Oblats de Marie Immaculée. Conclusion, je m'appuie ici sur un mot qui m'a paru très éclairant de l'ancien supérieur général des Jésuites. Le général des Jésuites, c'était le père Arroupé, dont le nom vous dit peut-être quelque chose. Il réfléchit sur ce qu'est une fondation de congrégation, de communauté religieuse. Il dit, le premier élément, c'est une personne avec un projet dans une situation donnée. Il y a une situation et, bien sûr, s'il faut y remédier, c'est que la situation n'est pas bonne. Si la situation était bonne, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas besoin de répondre. Il faut faire quelque chose. Et il nous est facile de reconnaître que l'Esprit Saint est derrière ce choix. Deuxième étape, l'étape des difficultés. Parce que choisir de faire du nouveau, c'est se mettre à dos beaucoup de monde. Parce que c'est critiqué,
ce qu'on reconnaît comme insuffisance dans la période précédente. Eugène de Masneau en a fait l'expérience, mais aussi les fondateurs et les fondatrices. Période de difficulté, de lutte, de critique. Il faut aussi réunir d'autres autour de ce projet, avec les difficultés de la communauté, du travail commun, les difficultés qui persistent, bien sûr. Enfin, l'institutionnalisation, je dirais institutionnalisation interne par les constitutions, les règles sur lesquelles on s'entend, et puis institutionnalisation par l'extérieur, obtenue pour les Oblats par la décision du pape Léon XII en 1826. Et c'est de cette manière-là qu'Eugène de Masneau est notre fondateur, mais, comme je l'ai dit, heureusement, il a accepté de se lier avec d'autres.